Bonsoir à tous. Dans cette émission, nous avons parlé de l'augmentation cognitive et tout particulièrement des méthodes et produits qui nous sont contemporains. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que la SF nous propose et ce que le futur nous réserve. Humains, humaines, bienvenue dans Trans. La SF. Commençons par Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, sorti en 1966. Cet ouvrage relate l'histoire de Charlie, un jeune homme pas très futé, qui se voit le sujet d'une opération pour le rendre intelligent. L'expérience menée par les docteurs Strauss et Nemur durera 9 mois. Il se trouve que, malheureusement pour Charlie, les effets de l'opération vont lentement diminuer jusqu'à revenir au stade de départ. Vous l'aurez compris, le but de l'expérience de Dr Strauss et Nemur, c'est d'augmenter le QI. J'ai trouvé 2-3 trucs vaguement futuristes là-dessus. Premièrement, mâcher du chewing-gum. Mâcher du chewing-gum augmenterait le flux sanguin qui va directement au cerveau, augmentant pendant un court laps de temps la capacité de mémorisation. Mais on trouve aussi sur un site d'astuces, écouter 10 minutes de la sonate pour piano en ré majeur de Mozart, ou encore la pratique sportive, ou même tout simplement passer des tests de QI, comme ça vous serez préparé aux épreuves avant de passer le test qui vous évaluera. Mais j'ai trouvé quelque chose de très très futuriste. Les Chinois ont séquencé le génome de 2000 hauts potentiels pour déterminer quels allèles, des versions de gènes, sont responsables de l'intelligence. Leur but, inséminer les femmes avec l'embryon qui donnera l'enfant le plus intelligent. Et maintenant, citation. La pression sociale pour faire du neuro-enhancement, à l'augmentation du cerveau, va aller croissante avec le développement de l'intelligence artificielle. Ce sont les paroles de M. Thurn, qui est l'inventeur de la Google Car. Deuxième citation. À cause de l'efficacité croissante des machines, il va être de plus en plus difficile pour un être humain d'apporter une contribution productive à la société. Les machines pourraient nous remplacer et nous surpasser. Revenons à la SF, et tout particulièrement à Neuromancien de William Gibson, sorti en 1984. Dans cet ouvrage, Henry Dirset Case utilise des trodes pour se connecter au réseau. Les trodes sont des électrodes de recueil qui sont branchées à la console d'Henry. Les électrodes de recueil sont des capteurs qui vont capter les potentiels électriques de notre cerveau, notre activité cérébrale. Et ça s'appelle l'électroencéphalographie. Mais revenons à Henry qui se bat contre de vilaines multinationales sans jamais toucher un clavier ni même une souris. Mais, retour réel, en 2012, le département of Neurology du Massachusetts General Hospital et la Division of Veterans du Rhode Island ont mis au point un casque muni d'électrodes pour contrôler des bras robotisés. Mais on peut espérer aller encore plus loin car des casques existent aujourd'hui, bon certes j'ai pas trouvé, qui permettent de contrôler, donc d'éteindre ou d'allumer des lampes. Pas très utile mais c'est un début. Et sont en cours de développement des casques de contrôle de drones, fauteuils roulants et même jeux vidéo. Pas beau ça? Hein? Rien que d'ici, je vois que vos neurones s'agitent pour comprendre comment ça marche. Alors, la réponse est très simple, mais elle est un peu longue. En gros, on va vous poser sur la tête, comme toujours, un casque muni d'électrodes. Vous allez penser une action, comme un geste de la main. Le casque va capter les signaux de votre cerveau, les transmettre à une IA. Cette IA va interpréter, comprendre et renvoyer le message vers votre bras robotisé, drone, fauteuil roulant ou même votre console. Ce genre de casque est une collaboration entre robotisien français, du LIRMM, et japonais JRL. Et là, c'est juste pour le lol, des oreilles de chat qui bougent et changent de position en fonction des pensées et de l'humeur de la personne qui les porte. Et là, on part vers du lourd. Revenons à la SF. Maintenant, nous allons parler de la trilogie Nexus, composée de Nexus, Cruise et Apax, sortie entre
2012-2015, on va pas continuer sur cet effet. Et là, il faut mettre les choses au point. La trilogie Nexus, c'est du cyberpunk. Cyberpunk, ça vous parle pas? Bon. Revenons aux fondamentaux. Le cyberpunk, c'est en vénéral de la hard science, dystopique, voire même anti-utopique. Ça vous parle pas? Je vais expliquer. La hard science, c'est de la SF. Sauf que les moyens techniques mis en œuvre existent dans le monde dans lequel vit l'auteur, le monde réel. La dystopie, c'est quand le monde est catastrophique, comme dans Brasil, de Terry Gilliam, sorti en 85, ou Blade Runner, de Ridley Scott, sorti en 82. Et l'anti-utopie, même si c'est difficile de trouver une vraie définition, parce que personne ne connaît, c'est quand l'œuvre commence de manière utopique et finit en dystopique, tout simplement. Mais revenons à la trilogie Nexus, qui est du cyberpunk. Dans l'œuvre de Nahum, on retrouve Cadel Lane, un scientifique qui travaille sur une nanodrogue qui permet de connecter les cerveaux entre eux. Bon, retour au réel. En 2013, deux chercheuses de l'université de Washington, Fantral Pratt et Andreas Tocco, ont connecté les cerveaux de plusieurs rats, singes et hommes. Ils ont pu résoudre des épreuves qu'ils n'auraient pas réussi à réussir tout seuls, et ils ont pu s'échanger des informations. Bon, pas grand chose, mais c'est le début. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Bon, il est vrai que je disais qu'on allait parler du futur, et là, la plus vieille étude dont je vais parler, c'est 2013. Alors, il faut savoir que ce qui va faire le monde de demain est planqué dans les labos, est très bien planqué, donc impossible à trouver. On ne peut se référer qu'aux études les plus récentes, et là, sauf si je suis vraiment une grosse tanche, il n'y a pas plus récent. Vous connaissez la routine, abonnement, pouce bleu, et bienvenue dans l'avenir de l'humanité.